Bonjour, je suis Suzanne Lazrado, vice-présidente au service aux membres et à l'innovation de l'OCRI. Je suis très heureuse de vous présenter la nouvelle série web de l'OCRI qui contient des conversations en tête-à-tête dynamiques avec des leaders, des perturbateurs et des innovateurs qui redéfinissent l'avenir des finances au Canada. Ces courts épisodes, axés sur des tendances émergentes ou encore sur des idées novatrices, sont conçus pour inspirer et informer les professionnels qui travaillent actuellement dans un contexte financier qui évolue rapidement. Dans cet épisode de la série web de l'OCRI, nous nous concentrons sur l'un des changements dont on entend le plus parler dans le secteur des services financiers, les services bancaires axés sur les consommateurs et le parcours vers un système bancaire ouvert au Canada. Karen McGuinness, première vice-présidente aux finances et aux relations avec les investisseurs et les membres de l'OCRI, s'est entretenue avec Michel Bayot, chef de la direction de Finnovator, ardente militante du système bancaire ouvert, de meilleur accès aux services financiers et de l'innovation. Ensemble, elles ont discuté de la position du Canada sur son parcours vers un système bancaire ouvert, de ce que cela signifie pour les consommateurs et le secteur, ainsi que des occasions et des défis qui nous attendent. Michel Bayot, merci d'avoir accepté de participer à cette séance de notre série sur le leadership. Votre parcours est très impressionnant et je me réjouis de cette occasion de faire part de votre riche expérience à notre auditoire. Vous êtes présidente et membre du conseil d'administration d'Open Banking, ou devrait-on plutôt dire d'Open Finance Network Canada. Oui. Vous êtes également la fondatrice de Finnovator, cabinet de services conseil en système financier et système de paiement, et vous avez remporté l'année dernière le prix Woman of the Year in Open Banking. Open Banking Woman of the Year. C'est exact. J'ai reçu une mention honorable, ce qui signifie que je me suis classée bonne deuxième à l'échelle mondiale cet automne. C'est incroyable, et cela témoigne de l'étendue de vos connaissances et de votre expérience. Donc, merci encore d'avoir accepté de nous faire profiter de votre expertise en nous parlant aujourd'hui de système bancaire ouvert. Au Canada, on parle souvent de services bancaires axés sur les consommateurs, quoique vous préféreriez peut-être une autre appellation, si vous le voulez bien. Pourriez-vous commencer par définir ce qu'est le système bancaire ouvert et nous dire à quoi il ressemble au Canada? Avec plaisir. Merci de me recevoir. À mon avis, l'éducation est primordiale car elle permet aux consommateurs d'acquérir les compétences nécessaires pour profiter pleinement du système bancaire ouvert. Par le passé, j'ai en fait travaillé 6 ans dans le secteur de télécommunications pour l'entreprise ClearNet avant qu'elle soit acquise par TELUS. Je me souviens que l'on fournissait un forfait de téléphone cellulaire à un client, puis ce dernier s'attachait à son numéro de téléphone et le transmettait à ses proches. Lorsqu'un client décidait qu'il était temps pour lui de changer de fournisseur, il était forcé de renoncer à son numéro de téléphone car il n'en était pas le titulaire. C'est mon premier exemple de ce que signifie la propriété des données. Puis un jour, une loi a obligé tous les fournisseurs de services de télécommunications à créer une interface de programmation d'application ou API en arrière-plan pour transférer les numéros de téléphone afin que les consommateurs puissent conserver leur numéro en changeant de fournisseur. Aujourd'hui, je peux choisir de changer de fournisseur sans que rien ne change. C'est aussi le concept du système bancaire ouvert. Si je souhaite passer d'une banque à une entreprise de technologie financière, mais que je ne veux pas fournir à cette dernière tous mes renseignements personnels sur un fichier PDF ou lui donner accès à mon compte, je peux obtenir le service qui m'intéresse en n'ayant qu'à fournir 5 renseignements requis, à condition qu'un système bancaire ouvert soit en place et que cette entreprise de technologie financière soit reconnue comme un tiers de confiance dans l'écosystème ouvert. Et ces renseignements peuvent être supprimés lorsque je choisis de ne plus faire affaire avec cette entreprise. Ce système me permet d'exercer un contrôle sur mes données qui sont seulement accessibles par des tiers de confiance dans une API de données sûres et protégées. Un peu comme mon numéro de téléphone, je peux transférer certaines de mes données d'un tiers de confiance à un autre. Pensez-vous que cela donne plus de contrôle aux consommateurs dans le secteur financier puisqu'ils peuvent désormais transmettre leurs renseignements à des tiers comme ils l'entendent, selon l'utilisation que ces tiers veulent faire de ces renseignements, et croyez-vous que cela pourrait optimiser ou améliorer le système actuel? Parce que, actuellement, comme tout le monde le sait, une institution financière conserve vos données même si vous décidez de ne plus faire affaire avec elle. Vous ne pouvez pas nécessairement les transférer lorsque vous changez d'institution financière ou de fournisseur de services financiers. Oui, je crois que beaucoup de gens évitent de mettre tous leurs œufs dans le même panier bancaire.
Ils ont un compte bancaire principal auprès d'une banque, mais font appel à d'autres institutions pour leurs besoins en prêts hypothécaires, en produits d'assurance, en placement ou même pour l'argent de poche de leurs enfants. En gérant nos finances de la sorte, nous devons être libres de transférer certaines de nos données pour profiter des services qui répondent le mieux à nos besoins, et ce, au meilleur prix possible. Et pour y arriver, il faut que nous puissions transférer nos données en toute sécurité, et c'est ce que permet un écosystème ouvert. Un système bancaire ouvert peut tracer la voie d'un système financier ouvert, englobant l'ensemble des sphères de la finance, puis s'étendre au-delà, vers ce qu'on nomme un système de données ouvertes, où circuleraient librement, par exemple, les données sur la santé ou les données sociales. Si je sens qu'une plateforme sociale ne correspond plus à mes valeurs, je devrais pouvoir supprimer mes données de cette plateforme et les transférer vers une autre. Pensez-y, si je quittais une banque pour une autre, je ne repartirais pas à zéro comme un jeune de 18 ans terminant ses études secondaires. Les données faisant état de mon historique et de mes antécédents devraient me suivre et permettre à ma nouvelle institution financière de déterminer si elle peut me fournir les produits dont j'ai besoin. Ou, si je monte un dossier pour obtenir un prêt hypothécaire, ça ne devrait pas me prendre des semaines pour rassembler les bonnes données et produire des fichiers PDF, transmettre ces documents, ce qui n'est pas sécuritaire, fournir des documents papier à de multiples intervenants juste pour tenter d'obtenir les bonnes informations sur un prêt ou même faire de la capture de données d'écran, ce qui revient à confiler aveuglément ces identifiants. Ça a l'air très simple, mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que vous violez vos propres droits en matière de données en transmettant vos renseignements personnels, comme vos mots de passe et autres identifiants, juste pour ne pas avoir à produire un document en format PDF. S'il y a une façon de transmettre des données qui devrait être interdite, c'est bien celle-là. On devrait plutôt pouvoir compter sur une API de données favorisant la transmission sécuritaire des données. C'est ce qui a motivé le Royaume-Uni à instaurer un cadre de système bancaire ouvert en 2017 pour encourager la concurrence, mais aussi pour permettre aux consommateurs de transmettre leurs données sans recourir à la capture de données d'écran, car à l'époque, près d'1 million de personnes faisaient appel à cette pratique, ce qui suscitait des craintes. Au Canada, environ 9 millions de personnes sont potentiellement exposées à cette pratique controversée. La situation est urgente. Nous devons adopter une méthode plus sûre pour la transmission de nos données qui sera bénéfique pour les consommateurs. Les consommateurs ont déjà recours à des services de transmission de données. Ce qu'il faut, c'est leur proposer une nouvelle solution qui leur permettra de transmettre leurs données au moyen d'une interface en arrière-plan. Nous venons de parler des avantages d'un tel cadre pour les consommateurs. Un service bancaire ouvert permet l'échange d'un ensemble plus large et plus riche de données, ce qui est selon moi bénéfique pour la collecte des renseignements sur la connaissance des clients, si centrale dans notre secteur d'activité. À votre avis, quels risques et occasions découleraient de l'adoption d'un cadre de système financier ouvert, disons, par un membre de l'OCRI? Selon moi, un système bancaire ouvert favorise une collecte ciblée plutôt qu'une collecte massive comme c'est le cas pour la capture des données d'écran qui recueille souvent des informations superflues. Et franchement, le stockage de grandes quantités de données superflues coûte cher. Il est aussi plus facile de sécuriser efficacement un ensemble de données restreints. Je crois aussi qu'un tel système appuierait la collecte de renseignements sur la connaissance des clients. Pour se conformer aux exigences réglementaires en matière de connaissance des clients, votre banque a probablement un fichier contenant vos données pour chaque produit que vous détenez auprès d'elle. Un système bancaire ouvert permettrait de décloisonner la gestion de vos données en tant que client. Dans une infrastructure bancaire ouverte, les différents services d'une institution pourraient se reporter à un seul fichier contenant vos données avec votre consentement. Cela réduirait la duplication des données et ferait en sorte que la vérification de l'identité d'un client ne soit effectuée qu'une seule fois par un tiers de confiance. Et cela pourrait en fait donner lieu à une réduction des coûts. Qu'en est-il des occasions d'approfondir sa connaissance d'un client pour un membre de l'OCRI cherchant à fournir des conseils à un client? Il me semble qu'un système bancaire ouvert permettrait notamment d'améliorer la prestation de conseils aux aînés à la retraite, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous connaissez ce genre de démarche, mais habituellement, un conseiller se renseignera sur les dépenses d'un client en effectuant une analyse de ses entrées et sorties d'argent, par exemple en se renseignant sur le loyer payé par un client, ou sur ce qu'il dépense en café ou en repas au restaurant, le genre de dépenses comptant à sous-estimer. Avec un système bancaire ouvert, on dispose d'un ensemble de données détaillées que l'on peut analyser en profondeur, ce qui permet d'obtenir une meilleure vue d'ensemble de la situation financière d'un client et de le conseiller plus judicieusement, surtout s'il est à la retraite, auquel cas il est essentiel de tenir compte de l'ensemble des sorties d'argent et des dépenses en frais de subsistance.
Donc, je me dis qu'il doit exister plusieurs occasions de ce genre. Mais selon vous, quels sont les risques associés au système bancaire ouvert ou à un cadre financier ouvert? Oui, pour ce qui est de votre premier point, vous avez raison de souligner le fait que de meilleures données offrent une meilleure vue d'ensemble et plus d'options aux clients. Le Royaume-Uni est à l'avant-garde dans ce domaine avec des applications qui facilitent la gestion financière intergénérationnelle et aident par exemple des enfants adultes à gérer les finances de leurs parents âgés. Certaines de ces applications permettent aussi aux enfants d'avoir un accès contrôlé aux comptes de leurs parents avec leur consentement, ainsi que de veiller à ce que leurs parents ne soient pas victimes de fraude et obtiennent de l'aide par notification. À mon avis, l'essentiel est toujours de placer la connaissance du client au centre de tout ce que nous faisons. Même si je ne suis pas chef de la conformité, je suis convaincu de l'importance cruciale d'avoir le meilleur système d'intégration possible pour recueillir le plus grand nombre de renseignements probants confirmant l'identité d'un client lors de son inscription. Car si l'information est incorrecte, ce qui devrait être relevé lors des vérifications prévues à cet effet tout au long du processus, elle peut révéler une activité frauduleuse, chose bien plus répandue aux États-Unis qu'au Canada, j'en conviens. L'usurpation d'identité est moins répandue dans notre marché, je crois, mais je pense que le simple fait de confirmer que vous êtes bien qui vous prétendez être est essentiel et que cet exercice devient très difficile sans identité numérique. L'Inde s'est dotée d'une infrastructure de vérification d'identité numérique fort robuste, presque impossible à déjouer. La Suède s'est aussi dotée d'une infrastructure d'identification à des fins bancaires. Là aussi, le système est presque impossible à déjouer. Sans système permettant l'identification numérique, des vérifications plus strictes et multiples sont indispensables pour confirmer l'identité d'un client, surtout dans un monde troublé par les hypertrucages, l'IA et autres technologies émergentes. On doit prendre conscience que tout jeu s'accompagne d'un risque de tricherie et qu'il faut prendre les moyens nécessaires pour atténuer ce risque. On pourrait commencer par se doter d'infrastructures robustes et de cadres de consentement uniformes dans un écosystème bancaire ouvert. Nous en parlions justement à l'Open Finance Network, dont je suis la présidente et membre du conseil d'administration depuis plus de 5 ans. Il serait peut-être judicieux d'avoir une sorte de certificat au bas du site Web de toute entité accréditée faisant partie d'un écosystème bancaire ouvert, comme c'était le cas pour le Better Business Bureau ou comme ce l'est toujours pour la SADC. Vous savez, comme le sceau de la SADC, un logo de certification de système bancaire ouvert indiquerait aux consommateurs qu'ils traitent avec une entreprise certifiée. Et l'utilisation frauduleuse d'un tel logo serait passible d'emprisonnement et de pénalités importantes. Il faudrait aussi s'assurer que le système est très sûr. Toutefois, puisque le Canada se dotera d'un cadre systémique qui permettra seulement aux acteurs accrédités d'accéder aux bases de données, des accréditations devraient être accordées essentiellement aux banques, déjà fortement encadrées, aux coopératives de crédit qu'ils souhaitent, aux entreprises de technologie financière et à d'autres acteurs qui satisfont aux exigences de sécurité établies en matière de stockage des données dans le système. À mon avis, le système qui sera mis en place sera très sécurisé, en fait bien plus sûr que les 9 millions de cas courants de capture de données d'écran. Je suis donc emballée par la sécurité de la finance ouverte de demain. Il s'agira donc d'un système protégé. C'est intéressant que vous parliez d'accréditation et de certification. De nombreux membres de l'OCRI sont tenus d'annoncer leur affiliation à l'OCRI et les protections que cette affiliation offre aux investisseurs et à leur clientèle. Cela m'amène à vous poser cette question. Selon vous, quel serait le rôle de l'OCRI dans un système bancaire ouvert? L'OCRI devrait-il intervenir dans un système bancaire ouvert ou dans un cadre financier ouvert? C'est une bonne question. Je ne travaille pas pour le gouvernement et l'organisation que je représente a une vocation de sensibilisation et d'information. Sans être lobbyiste, je cherche à transmettre les connaissances que j'ai acquises dans d'autres marchés. Je pense à plusieurs choses. D'abord, je crois que les organismes de réglementation locaux et les entités locales déjà réglementées devraient pouvoir faciliter le processus, n'est-ce pas? Les exigences de la loi sur les activités associées au paiement du détail, LAPD, sont déjà très strictes. L'accréditation coûte très cher. Je suis d'avis qu'une accréditation du genre devrait servir de levier pour faciliter l'obtention d'une nouvelle accréditation. Un peu comme
une bonification ou un atout, un avantage qui vous donnerait une longueur d'avance dans le processus de certification et qui vous éviterait idéalement d'avoir à payer 2 certifications parce que je crois que c'est coûteux. L'autre problème qui me préoccupe est que dans plusieurs marchés, il existe ce qu'on appelle une accréditation échelonnée. Cela veut dire que dans un petit marché, les entités n'ont pas à respecter les mêmes exigences élevées que celles de marchés de plus grande envergure parce qu'elles ne gèrent pas de données de même nature. Au Canada, il semble que nous visions le niveau d'accréditation le plus élevé. Je crains que bon nombre d'entreprises de technologie financière n'aient pas les moyens de s'offrir une telle accréditation, ce qui, au lieu de favoriser la compétitivité du marché, se traduirait plutôt par une diminution des fonctionnalités et de l'accessibilité dont les Canadiens bénéficient déjà. Donc, je pense que nous devons vraiment établir un équilibre pour veiller à ce qu'un système bancaire ouvert favorise la concurrence, une baisse des coûts et l'accès sécuritaire à des données supplémentaires à communiquer. Par exemple, si je suis propriétaire d'une entreprise et que je suis très soucieuse de ne pas communiquer mes identifiants, je dois téléverser chaque mois une foule de documents en format PDF dans mon système de comptabilité en arrière-plan pour éviter d'avoir à divulguer mes renseignements personnels. Certains systèmes ont des connexions API directes, ce qui est très bien, mais imaginez que 98% des entreprises au Canada sont des PME consacrant 10 heures par mois à la comptabilité. Si nous pouvions les aider à réduire ce temps à 1 heure grâce à une infrastructure d'échange de données sûre et sécurisée, cela représenterait une énorme quantité de temps qui pourrait être consacrée à l'innovation, à la croissance et à l'augmentation du PIB. Le Brésil représente une autre étude de cas intéressante. En ayant accès à plus de données, les instances brésiliennes sont parvenues à réduire d'environ 2% les taux d'intérêt accordés aux propriétaires de petites entreprises, car un plus grand nombre de données permet de réduire le risque et de favoriser la croissance de l'écosystème. Une telle approche pourrait représenter une occasion de croissance du PIB si elle est correctement définie et si elle est axée sur les PME. Croyez-vous que le nom « système bancaire ouvert » puisse porter à confusion? Les gens ont immédiatement peur que cela implique moins de contrôle, que tout soit ouvert à tous à tout moment. Peut-être que c'est pour cela que le Canada a adopté une approche centrée sur le consommateur pour vraiment changer cette optique et éviter que cela devienne un système sans règles communes. C'est en réalité un cadre de contrôle, comme vous l'avez dit, qui est réglementé. Mais c'est intéressant que vous parliez aussi du niveau de réglementation. Les gens qui travaillent dans le secteur des services financiers savent qu'il existe plusieurs organismes de réglementation dans ce secteur. Le point que vous soulevez est essentiel. Il faut s'appuyer sur un cadre existant pour éviter les redondances, améliorer l'efficacité et encourager la collaboration et l'échange d'informations entre les organismes de réglementation pour éviter de traiter plusieurs fois les mêmes points. Oui, je pense que notre innovation stagne déjà. Si l'on ajoute de la réglementation et les coûts qui en découlent, on ne fait que ralentir encore plus l'innovation. En observant d'autres marchés, on voit que certains ont trouvé des moyens de stimuler l'innovation et cela passe par la simplification. Pas la réduction, mais bien la simplification des cadres réglementaires. J'espère que cela deviendra un point central lorsqu'on parlera de croissance du PIB. Comment pouvons-nous évaluer les infrastructures réglementaires et les améliorer en les simplifiant? Mais pour revenir à votre point, il faut se demander comment un marché pourrait évoluer en ce qui concerne la gestion des bases de données. Je pense qu'il nous faut simplement voir plus grand. Ça n'a rien à voir avec le système bancaire ouvert ou la terminologie employée pour le désigner. 68 pays ont déjà adopté le système bancaire ouvert. Nous sommes à la traîne et comptons près de 9 ans de retard. On en parle depuis des années, mais le nom du système est la seule chose que nous avons changé. Il est temps de se concentrer sur les revenus et le PIB. Lorsqu'on parle de transférabilité des numéros de téléphone, cela revient à parler de transférabilité des données. Personne ne sait comment ces numéros sont transférés, mais les fournisseurs de services de télécommunications ont trouvé le moyen de le faire à contre-cœur. Ils y ont été contraints par un mandat avec une date limite. En tant que consommateur, je n'ai aucune idée de la manière dont mon numéro migre d'un fournisseur à un autre comme par magie, mais je sais que ça fonctionne. Et j'espère que l'on n'aura pas à passer du temps à faire la promotion du système bancaire ouvert. Le système bancaire ouvert est un cadre qui permettra concrètement aux consommateurs de payer leurs achats directement depuis leur compte bancaire, un mode de paiement qui diffère des méthodes de paiement courantes et pourrait se révéler plus abordable dans certains contextes. La transférabilité des données faciliterait aussi l'accès
accès à un prêt. L'important, c'est l'usage que l'on peut faire du système et non la terminologie employée. Il faut arrêter de s'en faire si les consommateurs croient qu'un système bancaire ouvert signifie que les banques sont maintenant ouvertes plus longtemps le dimanche. Le système bancaire ouvert, s'il est vrai qu'il donne du pouvoir aux données des consommateurs, doit servir à l'usage du consommateur. Et je pense qu'il pourrait donner lieu à des occasions interentreprises ou à des occasions pour le consommateur se traduisant par des réductions de coûts, des baisses des taux d'intérêt sur prêt et une amélioration des structures de flux de trésorerie. Parce que les propriétaires d'entreprises au Canada sont futés. Ils prennent le temps de faire leurs devoirs et de se renseigner pour obtenir la meilleure offre ou un prêt à moindre coût. Ils prendront le temps qu'il faut. Une fois que cette approche sera bien intégrée, on pourra alors s'adresser aux consommateurs en leur proposant des solutions de paiement effectuées directement depuis leur compte bancaire et d'autres points d'accès. Mais je pense que nous devons cesser de parler de la manière dont les consommateurs comprennent tout cela. Faut-il cesser de parler de services bancaires pour plutôt s'attarder aux données? Comme vous l'avez mentionné, certains pays ont mis en œuvre un cadre de données ouvertes et l'ont appliqué d'abord au secteur des services bancaires avant d'en étendre la portée aux autres secteurs. Vous avez donc constaté qu'un tel cadre va au-delà des services bancaires et j'imagine que c'est ce que vous souhaitez qu'il se produise au Canada, n'est-ce pas? C'est une bonne question. Le Canada se trouve dans une impasse, voyez-vous. Le pays doit renouer avec la croissance de son PIB. Selon un rapport de McKinsey de 2021 sur des données de partout dans le monde, les données ouvertes génèrent une croissance du PIB de l'ordre de 1 à 5 %. On ne parle pas ici de système bancaire ouvert ou de système financier ouvert, mais bien de l'activité économique générée par les données ouvertes. Dans un tel environnement, on pourrait transférer des données sur la santé sans recourir à un télécopieur et réaliser des gains d'efficacité. En ce sens, je suis une entrepreneur et j'ai travaillé au service de plusieurs organisations. J'ai offert mes conseils à plusieurs entreprises de technologie financière. L'objectif est d'établir un indicateur de performance clé, une vision, une date butoir et une mission claire pour chacun. Au Canada, notre mission et notre vision devraient être d'accéder à un système de données ouvertes, à l'instar de l'Australie qui en avait fait un projet. En 2020, l'Australie s'est donné comme mission d'adopter les données ouvertes. En pleine pandémie, elle a instauré une loi intitulée Consumer Data Right. Cette loi, qui reconnaît officiellement que tout consommateur est titulaire des droits sur ces données, a été mise en œuvre graduellement dans un système de données ouvertes, englobant tout d'abord le secteur des services bancaires, puis ceux des services financiers, de l'énergie et des télécommunications. L'Australie s'est heurtée à des difficultés à l'une des étapes de cette démarche et a dû prendre le temps de corriger le tir avant de poursuivre. Le processus a été parfois ardu et frustrant, mais au moins le pays a tracé une voie et établi une stratégie pour continuer d'avancer. En revanche, au Canada, nous en parlons depuis très longtemps sans agir. Maintenant que les États-Unis ont décidé par l'intermédiaire du CFPB de passer à un cadre bancaire ouvert à compter du 1er avril 2026, nous allons devoir accélérer le pas et nous aligner sur l'environnement de notre voisin avec lequel nous avons tant de liens. Cette transition renforce sa structure et accélère sa croissance. Il faut examiner cet enjeu sous cet angle. Ça n'a rien à voir avec les banques qui sont des acteurs d'un écosystème sur la voie des données ouvertes, mais plutôt tout à voir avec le consommateur. Et les banques cherchent aussi à accroître leur part de marché en misant sur de nouveaux services rendus possibles par un cadre bancaire ouvert. Donc, je ne crois pas qu'elles s'y opposent, même que certaines doivent y voir des avantages. J'aimerais que vous parliez, si vous le permettez, du fait que le Canada en est à l'étape de l'accès en lecture. Pourriez-vous nous expliquer en quoi cela diffère des pays où l'accès en écriture est accordé et ce que cela signifie pour les consommateurs? Bien sûr. Commençons par l'accès en lecture. Cela revient essentiellement à ouvrir le système et à permettre la lecture des données, ce qui concrètement permettrait par exemple de remplir un formulaire. Je pourrais donc permettre à ma banque principale de transmettre 5 éléments de mes données à une entreprise de technologie financière avec laquelle elle collabore pour qu'elle puisse les consulter et les utiliser afin de remplir un formulaire pour mon compte. Avant de passer à l'accès en écriture, il faut commencer par l'accès en lecture pour tester le système, laisser les gens se familiariser avec lui, veiller à ce que le consentement ou la révocation du consentement soit consigné adéquatement et que tout fonctionne, s'assurer que les consommateurs
consommateur se familiarise avec le logo jusqu'à ce qu'il s'habitue au système. Cependant, on devrait évoluer vers une infrastructure d'accès en écriture, pas dans 7 ans, mais plutôt dans 6 à 12 mois. L'accès en écriture facilite les paiements. Si vous tapez « paiement effectué directement depuis le compte bancaire dans un système bancaire ouvert » dans Google, vous découvrirez qu'il s'agit de l'une des applications les plus importantes de l'accès en écriture dans un système bancaire ouvert. L'un des cas d'utilisation les plus importants dont je suis au courant s'est produit au Royaume-Uni, où une entreprise de technologie financière travaillait avec une branche de l'État à la perception des impôts. Évidemment, comme il est impossible pour les gens de payer leurs impôts par carte de crédit, ils effectuent des virements bancaires ou des paiements en ligne, mais il arrive qu'ils commettent des erreurs en saisissant leur numéro d'entreprise ou un renseignement personnel, ce qui fait que le paiement s'égare. Près de 1% des paiements fiscaux sont très difficiles à apparier. Par conséquent, somme d'argent élevée est consacrée à retracer les paiements égarés et à les attribuer à la bonne partie, qu'il s'agisse d'une entreprise ou d'un particulier. Ce qu'ils ont fait au Royaume-Uni, c'est intégrer un bouton Pay by Bank à l'infrastructure fiscale, permettant la saisie du numéro d'identification et du compte de paiement ainsi que le traitement du paiement direct pour les clients qui avaient ces données sous la main. Ensuite, le paiement était apparié et transmis immédiatement à l'État. Je n'ai pas de chiffres précis, mais après avoir déployé cette solution dans un département, le Royaume-Uni a étendu son usage à 15 départements. Voilà un exemple de rapidité d'adoption et d'efficacité remarquable. Cela pourrait donc être un avantage à la fois pour l'État et pour les consommateurs frustrés au moment de payer leurs impôts. Ce n'est jamais une partie de plaisir, mais quand c'est fait, on préfère ne plus avoir à y penser. Et l'on se réjouit que son compte soit en règle d'un simple clic de bouton et que tout se passe bien. Certains cas d'utilisation de paiement effectués directement depuis le compte bancaire pourraient aussi accélérer le traitement des paiements. Ce genre d'application pourrait aussi être un peu plus rentable pour les propriétaires d'entreprises effectuant des paiements élevés. Les paiements de montant mensuel élevé par carte de crédit peuvent leur coûter très cher. Ils pourraient donc éventuellement choisir d'effectuer leurs paiements à d'autres consommateurs directement depuis leur compte bancaire, ce qui leur donnerait une plus grande marge de manœuvre. Donc moins d'erreurs et plus de précision. Pour un propriétaire d'entreprise, il est difficile d'effectuer à la fin du mois l'appariement de virements et de paiements lorsque certains renseignements manquent. L'exercice est laborieux. À l'instar de la norme ISO 20022, un cadre de paiement effectué directement depuis le compte bancaire permettrait de normaliser les attentes en matière de données à fournir avec un paiement afin que ce dernier soit traité efficacement et automatiquement par un système comptable en arrière-plan. Wow! Maintenant, parlons des petites entreprises, car nous avons parlé des banques et de la façon dont elles seront touchées par ce changement. Qu'en est-il des petites entreprises? Pensez-vous qu'elles sortiront gagnantes ou perdantes dans un cadre bancaire ouvert? C'est une excellente question. Nous avons justement rédigé un document de présentation exposant les raisons pour lesquelles nous croyons que les PME et leurs propriétaires seront les plus grands bénéficiaires d'un écosystème bancaire ouvert. Un tel environnement leur permettrait de brosser un portrait plus clair de leurs activités et d'obtenir potentiellement des prêts à moindre coût ou d'être admissibles à des prêts auxquels ils n'avaient jusqu'alors pas droit. Leur système de comptabilité pourrait se réguler et procéder au rapprochement de certains paiements effectués directement depuis le compte bancaire à la fin du mois. Je pense donc que cela va vraiment simplifier la vie des petites entreprises. Mais n'oublions pas que le Canada accuse un déficit de 115 000 entrepreneurs. John Ruffalo a évoqué une statistique selon laquelle le nombre d'entrepreneurs diminue au Canada. C'est inquiétant puisque les entrepreneurs et les PME sont des vecteurs de croissance du PIB. La gestion d'une entreprise est difficile et cette réalité doit en décourager plus d'un. Cependant, si l'on pouvait simplifier la comptabilité, faciliter l'accès aux prêts et simplifier certaines infrastructures de coûts liés au paiement courant, on pourrait peut-être contribuer à raviver la flamme de l'entrepreneuriat au pays. Afin d'encourager et de soutenir la croissance des activités dans cette sphère économique. C'est formidable. Je pourrais discuter indéfiniment de ce sujet avec vous. Avez-vous d'autres commentaires à faire au sujet du système bancaire ouvert, du système financier ouvert ou des données ouvertes avant que l'on se quitte? Oui, je suis reconnaissante d'avoir eu l'occasion de faire part de mes observations. J'espère que cette séance servira d'amorce à des discussions plus approfondies.
À l'OFNC, nous tenons 4 événements par année où se rassemblent les acteurs de l'écosystème. Des webinaires sur les données ouvertes et le système financier ouvert sont présentés un peu partout dans le monde. Nous tenons une classe de maître sur l'avenir de la finance. Il existe de nombreuses façons de s'informer sur cet écosystème et je pense que cela peut inspirer plus de gens à trouver des solutions pour faire avancer les choses et favoriser la croissance du PIB au Canada en voyant dans ce changement bien plus qu'un simple exercice de conformité. Excellent conseil. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Nous vous en sommes très reconnaissants. Merci de m'avoir reçu. Il s'agissait d'une discussion fascinante. Nous remercions sincèrement Michel Baillot d'avoir fait part de sa perspective, de son expertise et de sa vision à mesure que le Canada se rapproche de la mise en œuvre d'un système bancaire ouvert. La conversation a mis en lumière à la fois les promesses et les observations pratiques liées à la mise en œuvre d'un système financier davantage axé sur les consommateurs. Dans le prochain épisode, nous mettrons l'accent sur le monde souvent sous-estimé mais vital des marchés canadiens des titres à revenus fixes. Kevin McCoy, premier vice-président à la réglementation des marchés à l'OCRI, s'est entretenu avec Carl Wildey, directeur général et vice-président des marchés mondiaux CIBC. Riche de sa vaste expérience en matière de structure du marché, de négociation et d'innovation, ainsi que du rôle clé qu'il a joué dans la transition vers le taux CORRA, le nouveau taux sans risque au Canada, M. Wildey offre une perspective unique et pertinente sur la façon dont ce secteur évolue. Restez à l'affût des prochains épisodes qui contiendront d'autres discussions passionnantes avec les leaders et les perturbateurs définissant l'avenir des finances au Canada. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.